Bienvenue. Et si l'une des captures les plus médiatisées de ces dernières années n'était en fait qu'une grande mise en scène? Aujourd'hui, on va explorer une théorie assez folle qui pourrait bien réécrire l'histoire d'une opération américaine majeure. Maduro a été livré. Cette petite phrase a l'air explosive. Et elle est vraiment au cœur de notre analyse. Elle suggère que l'arrestation du président vénézuélien n'était pas du tout une capture, mais plutôt une transaction. Allez, reprenons depuis le début pour bien comprendre. Alors, pour commencer, revenons à la version officielle. Le 3 janvier, le monde entier apprend que les États-Unis ont réussi un coup d'éclat. La capture du président vénézuélien Nicolás Maduro au cours d'une opération spectaculaire. Ce qu'on nous décrit, c'est une opération d'une précision quasi chirurgicale. Imaginez, plus de 30 explosions qui secouent Caracas, des missiles de croisière américains qui frappent en même temps des cibles hyper stratégiques, une raffinerie, le palais présidentiel, le QG militaire, plusieurs bases et même le mausolée d'Hugo Chavez. Bref, une vraie démonstration de force. Donc voilà, le récit officiel c'est ça, le tableau d'une opération parfaite menée de main de maître par les forces spéciales américaines. Une victoire nette sans la moindre bavure. Mais c'est justement là que les choses commencent à clocher. Parce que derrière cette façade de succès militaire impeccable se cache une énorme anomalie, une sorte d'impossibilité logistique qui, pour de nombreux experts, défie toute explication rationnelle. La question, elle est finalement assez simple, mais elle est cruciale. Comment est-ce qu'on peut pénétrer une capitale ennemie lourdement défendue sans subir la moindre perte? C'est vraiment ça le cœur du mystère. Et attention, ce qui rend cette question si pertinente, c'est que le Venezuela n'était pas sans défense, mais alors loin de là. Le pays avait l'un des systèmes de défense aérienne les plus solides d'Amérique latine. On parle d'un réseau intégré, avec des systèmes russes S-300 et Buk M2, des missiles portatifs, le tout relié à des radars chinois, une véritable forteresse. Et pourtant, face à cette forteresse, le nombre de victimes américaines est de 0. Ce chiffre, à lui seul, est juste stupéfiant. Il contraste de manière tellement violente avec la réalité militaire du terrain. Le bilan humain, il est complètement déséquilibré. 0 perte américaine contre 80 victimes côté vénézuélien. Une opération de cette ampleur sans aucune résistance organisée, franchement, c'est du jamais vu. C'est pour cette raison que de nombreux observateurs militaires disent que ce scénario, c'est un fantasme, que c'est tout simplement irréaliste. Pénétrer un espace aérien aussi dense sans le moindre accroc, c'est littéralement impossible. Alors, quelle pourrait être l'autre explication? Eh bien, c'est là qu'intervient la théorie de la trahison. L'idée que cette opération n'était pas du tout une victoire militaire, mais en réalité, le résultat d'une conspiration venue de l'intérieur. Redons un peu la chronologie des faits parce que là c'est très révélateur. 2 heures avant les frappes, des forces spéciales vénézuéliennes prennent le contrôle des postes de défense aérienne. Pendant l'attaque, pas un seul tir de défense n'est effectué. Tous les missiles atteignent leur cible, sans problème. Et le clou du spectacle, quelques heures après, la vice-présidente et le ministre de la Défense apparaissent à la télé, l'air de rien, comme si de rien n'était. C'est un silence assourdissant. C'est un certain colonel André Pinchuk qui va formaliser cette thèse. Selon lui, l'arrestation de Maduro, c'est tout simplement le fruit d'une trahison de son propre entourage, un entourage qui collaborait activement avec les États-Unis depuis 2016. En gros, les verrous ont été ouverts de l'intérieur. Donc on se retrouve avec 2 récits complètement opposés, qui n'ont rien à voir. D'un côté, la version officielle du raid audacieux des forces spéciales américaines, et de l'autre, une arrestation menée par des officiers vénézuéliens de haut rang, qui auraient ensuite tout simplement livré Maduro à la Delta Force américaine, directement sur le tarmac de l'aéroport de Caracas. Mais attendez, parce que la théorie ne s'arrête pas là. Il ne s'agirait pas seulement d'une simple trahison pour de l'argent. Ce serait bien plus que ça. Une performance, une véritable mise en scène géopolitique. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'était juste une affaire de corruption ou est-ce qu'il y avait un enjeu beaucoup plus grand derrière? Quelque chose qui dépassait les simples individus impliqués. Et là, on a plusieurs éléments qui pointent vers cette idée d'orchestration. Un sénateur américain, Mike Lee, a lui-même qualifié les frappes de prétexte. Juste après l'opération, Washington annonce la fin de ses activités militaires au large du Venezuela. L'opposante pro-américaine, Maria Corina Machado, est complètement mise de côté. Et le nouvel homme fort du pays, Diosdado Cabello, est vu comme un protecteur des intérêts russes et chinois. Ça dessine une logique qui va bien au-delà d'une simple capture. Alors, si on récapitule, voilà comment cette orchestration se serait déroulée. D'abord, des réunions diplomatiques secrètes entre le Venezuela, la Chine et la Russie. Ensuite, une fausse attaque est montée pour servir de prétexte. Puis, des officiels vénézuéliens livrent Maduro. Les États-Unis peuvent alors revendiquer une grande victoire militaire et ça leur évite une guerre coûteuse. Et à la fin, un nouveau dirigeant, acceptable pour Moscou et Pékin, prend le pouvoir. Et là, on arrive à la dernière couche de cette théorie, la plus fascinante peut-être. L'idée d'un grand accord où, au final, toutes les puissances impliquées sortent gagnantes. Le résultat, ce serait un scénario gagnant-gagnant. Pour les États-Unis, c'est une victoire politique majeure, et surtout, ils évitent de s'embourber dans un second Vietnam. Pour le nouveau régime vénézuélien, c'est la survie. Ils évitent une invasion, sauvent des milliers de vies et conservent le pouvoir en interne. Et enfin, pour la Russie et la Chine, c'est la garantie que leur influence et leurs intérêts stratégiques dans la région sont préservés. Pour résumer, selon cette théorie, l'arrestation de Nicolás Maduro n'était pas un conflit, mais bien une transaction. Une sorte de grand deal géopolitique où l'apparence d'une guerre masquait en réalité un accord très pragmatique entre les grandes puissances. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Trahison, coup d'État ou un calcul géopolitique bien plus vaste? La version officielle semble de plus en plus fragile face à une théorie qui, même si elle est complexe, offre une explication assez cohérente aux nombreuses anomalies de cette fameuse nuit du 3 janvier. La question, elle, reste ouverte.
Donc, dans la nuit du 3 janvier, plus de 30 puissantes explosions ont été enregistrées à Caracas, la capitale du Venezuela. Il s'est avéré que des missiles de croisière américains ont simultanément attaqué la raffinerie de pétrole vénézuélienne, le palais présidentiel, l'état-major, la base aérienne Generalissimo Francisco de Miranda, la base militaire de Fort Tiuna et même le mausolée de l'ancien dirigeant Chavez. De plus, des tirs de missiles américains ont également été enregistrés près des installations civiles et militaires de sur l'île vénézuélienne de Margarita, magnifique, dans la mer des Caraïbes. Parallèlement, des services de surveillance indépendants ont confirmé que la défense aérienne vénézuélienne, considérée comme la plus puissante et la plus efficace d'Amérique latine, n'a pour une raison inconnue pas tiré un seul coup de feu et a laissé tous les missiles américains atteindre leur cible. Ce fait a également été confirmé par le célèbre photographe et psychologue Gregory Lee, qui se trouvait justement dans la capitale vénézuélienne au moment de cette attaque. Il a notamment déclaré que les systèmes de défense aérienne vénézuélienne étaient restés silencieux toute la nuit. De plus, des témoins affirment que 2 heures avant la frappe de missiles américaines sur Caracas, les forces spéciales vénézuéliennes ont pris le contrôle de tous les points d'observation des systèmes de défense de l'espace aérien de la capitale. Tout cela indique donc que de hauts responsables de l'état-major vénézuélien ont été directement impliqués dans la neutralisation des systèmes de défense aérienne du Venezuela, bien sûr, car sinon ça aurait fonctionné. Quelques heures après la frappe américaine sur le Venezuela, le président Donald Trump a annoncé l'arrestation du président Nicolás Maduro, bien sûr, et de son épouse. Selon lui, ils ont été transférés aux États-Unis, où ils attendent leur procès pour de nombreux crimes présumés. Commentant la situation au Venezuela, le colonel Andrei Pinchuk a confirmé que l'arrestation de Nicolás Maduro, en fait, est la mise hors service de la défense aérienne vénézuélienne était le résultat d'une trahison de l'entourage du président. Et d'après lui, depuis 2016, les États-Unis collaborent activement, non seulement avec l'opposition vénézuélienne, mais aussi avec l'entourage de Maduro. En conséquence, donc, Washington aurait réussi à corrompre des personnalités très influentes, non seulement au sein du gouvernement vénézuélien, mais également aussi parmi les hauts gradés de l'armée. Eh oui, c'est ainsi, messieurs, dames. C'est ainsi qu'a fait l'humanité. Il y a toujours des gens qui sont corruptibles et des gens qui sont incorruptibles. Voilà. Donc, on peut s'attendre à tout, même lorsque l'on a une garde personnelle. De plus, de nombreuses sources à Caracas ont confirmé cette trahison ces dernières heures. Selon elles, Nicolás Maduro et son épouse ont été arrêtés par de hauts officiers vénézuéliens. Tout simplement, ces mêmes officiers les auraient ensuite remis à des combattants américains de la Delta Force. Tout simplement, à l'aéroport international de Caracas. Le colonel Pinchuk a ainsi réfuté les propos de Trump, selon lesquels le président vénézuélien aurait été capturé uniquement grâce à l'action des forces spéciales américaines. Alors ça, c'est la première source que j'ai eue ce matin en faisant l'édito précédent. Et depuis, il y en a d'autres. Donc ça fuite de partout. On a même les noms. Voilà. Et je suis pas là pour les désigner. On prend pas de risque à ce sujet-là. Et on sait combien ils ont été payés. Donc mes chers amis, je partage entièrement l'avis du colonel Pinchuk, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont bien les officiers vénézuéliens qui ont arrêté Maduro et l'ont livré directement aux États-Unis. Je partage également son avis sur le fait que c'est le haut commandement militaire vénézuélien qui a donné l'ordre de désactiver les systèmes de défense aérienne du pays. Cependant, je réfute catégoriquement l'affirmation du colonel Pinchuk selon laquelle l'entourage de Maduro aurait agi sous l'influence de la corruption des autorités américaines. En réalité, juste après la remise de Maduro aux États-Unis, le sénateur américain Mike Lee a officiellement confirmé que la frappe de missiles sur le Venezuela n'était qu'un prétexte pour l'arrestation de Nicolás Maduro. Il s'est avéré que tout cela avait été orchestré pour faciliter l'arrestation du président vénézuélien. De plus, Mike Lee a également déclaré après avoir eu une conversation téléphonique avec Marco Rubio, au cours de laquelle le secrétaire d'État américain a confirmé que Washington se préparait à cesser toute activité militaire au large des côtes vénézuéliennes suite à l'arrestation de Nicolás Maduro. Ainsi, il apparaît clairement que les États-Unis refusent d'envahir le Venezuela et de renverser le pouvoir en
place par une opération militaire terrestre. Par ailleurs, immédiatement après l'arrestation de Maduro, ce n'est pas la pro-américaine María Corina Machado qui est apparue, mais Diosdado Cabello Rondón, que les Américains qualifient de protégé de la Russie et de cardinal gris du Venezuela. Même des experts américains reconnaissent que si Diosdado Cabello devenait président du Venezuela, ce pays d'Amérique latine se rapprocherait encore davantage de la Russie, de la Chine et de Cuba. Donc il apparaît donc clairement que toute l'histoire de l'arrestation de Nicolás Maduro est une mise en scène savamment orchestrée. De plus, il s'avère que 3 jours avant l'arrestation de Maduro, les autorités vénézuéliennes ont rencontré de hauts diplomates chinois. Par ailleurs, on a appris qu'une semaine avant la frappe de missiles américaines sur Caracas, des diplomates chinois s'étaient également rendus à Moscou pour discuter de la situation vénézuélienne. Tout cela indique donc que les autorités vénézuéliennes actuelles ont arrêté Maduro et l'ont remis aux États-Unis avec l'aval de la Chine et de la Russie. On en saura plus dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours, croyez-moi. On va fouiner, les langues vont se délier. En conséquence, ces actions orchestrées ont permis à Trump non seulement de sauver la face, mais aussi d'éviter une intervention dangereuse au Venezuela qui aurait certainement pu devenir un second Vietnam pour les États-Unis. Enfin, l'arrestation et le transfert de Maduro aux États-Unis ont tous deux permis aux autorités vénézuéliennes actuelles d'éviter une guerre majeure et de sauver la vie de milliers de citoyens. Bah oui, sous un certain angle, c'est vrai. Quant à la Chine et la Russie, ces pays ont réussi à maintenir leur influence au Venezuela, aux dernières nouvelles, l'arrestation de Maduro n'ayant pas modifié la trajectoire politique des autorités en place. Ce jour, je vous raconterai l'histoire de la garde personnelle de Henri II. Vous comprendrez pourquoi il avait changé de citoyenneté pour sa garde. D'ailleurs, immédiatement après l'arrestation de Nicolás Maduro, la chef de la opposition vénézuélienne, María Corina Machado, a annoncé être prête à prendre la tête du gouvernement. Cependant, les États-Unis ont ignoré la déclaration de leur allié. Et force est de constater que María ne semble pas être une personne particulièrement perspicace, puisqu'elle ne comprend pas que la seule arrestation de Maduro ne suffit pas à renverser le gouvernement vénézuélien actuel. Pour renverser définitivement un gouvernement soutenu par la majorité des citoyens, les États-Unis doivent lancer une invasion du Venezuela à grande échelle. Et étant donné que Trump, durant son mandat présidentiel, ne décidera jamais de lancer une opération militaire spéciale au Venezuela, on peut affirmer sans risque que pour les 4 prochaines années, Poutine et Xi Jinping ont réussi à préserver leur intérêt dans ce pays d'Amérique latine. Imaginez la scène, on est à Bobo-Dioulasso, en pleine nuit, et des centaines de personnes sont dans la rue. Mais attention, ce n'est pas une fête, c'est une véritable démonstration de force politique. Alors la question se pose, qu'est-ce qui peut bien pousser une foule à se rassembler à une heure pareille? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Cette phrase, elle dit tout. Elle a été prononcée au milieu de la foule et elle capture parfaitement l'ambiance, l'urgence du moment. Pour tous ces gens, l'heure n'a plus aucune importance. Ce qui compte, c'est la raison de leur présence. Mais alors, c'est quoi cette fameuse raison? Bon, pour bien comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, le mieux c'est de commencer par les faits. Posons le décor. Où est-ce que ça s'est passé? Quand? Et comment cette mobilisation a-t-elle eu lieu? Alors, tout se passe ici, sur la place Tiofo Amoro. C'est un peu le cœur de Bobo-Dioulasso, la 2e plus grande ville du Burkina Faso. C'est vraiment là que des centaines de personnes ont convergé cette nuit-là. On est donc dans la nuit du 3 au 4 janvier. Et un rassemblement en pleine nuit, ce n'est jamais anodin, hein. C'est un message en soi. S'envoie un signal très fort, un signal d'urgence. Et voilà l'heure, 23h. Il est 11h du soir et la mobilisation bat déjà son plein. Ce qui nous amène forcément à la question clé, qu'est-ce qui a bien pu déclencher une réaction pareille si tard? Il faut bien comprendre que cette mobilisation, ce n'est pas quelque chose de spontané. C'est une réaction. Une réaction à une information qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Une tentative de coup d'État aurait été déjouée. Alors, pourquoi sont-ils sortis? D'après les organisateurs et les gens sur place, c'est cette nouvelle-là, l'annonce qu'un coup d'État venait d'être évité. C'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Du point de vue des manifestants, le scénario est assez simple. D'abord, des ennemis de la nation essaient de déstabiliser le pouvoir. Ensuite, cette tentative est vaillamment déjouée. Et donc, en réponse, un appel est lancé pour que le peuple descende dans la rue et montre son soutien. Et qui était la cible de ce supposé complot? Eh bien, c'était le MPSR2. Le MPSR2, c'est le nom du gouvernement militaire de transition qui est au pouvoir au Burkina Faso, avec à sa tête le jeune capitaine Ibrahim Traoré. Ok, on a le contexte. Mais au-delà des faits, qu'est-ce que cette foule voulait dire? Quel était le message de ces centaines de personnes rassemblées au milieu de la nuit? Écoutons un peu ce qui s'est dit. Ce témoignage, il est vraiment fort. Il y a cette idée d'un refus total de revenir en arrière, de retomber dans ce qu'ils appellent les souffrances du passé. C'est un message de défi, pur et simple. En fait, leur message est limpide.
D'un côté, un soutien absolu au capitaine Traoré, qu'ils décrivent comme la prunelle de nos yeux, de l'autre, une condamnation totale des comploteurs, et enfin, une affirmation très claire, pour eux, le seul pouvoir légitime, c'est le MPSR2. Cette autre citation, elle est aussi très révélatrice. On sent de la tristesse et de l'amertume, bien sûr. Mais on sent surtout cette conviction que le pays est engagé dans une sorte de marche triomphale vers la souveraineté. Et à leurs yeux, cette tentative de coup d'État visait juste à stopper cet élan. Mais pour vraiment saisir tout l'enjeu de cette nuit-là, il faut prendre un peu de hauteur. Parce que pour ces manifestants, il ne s'agit pas seulement de défendre un gouvernement. Non, ils sont là pour défendre une idée, ce qu'ils appellent une révolution. Et qui organise tout ça ? Derrière la mobilisation, on trouve un groupe qui s'appelle la Veille citoyenne. C'est un mouvement de la société civile dont la mission affichée est de protéger le régime en place et de faire barrage à tous ses opposants. Et là, on touche au cœur du sujet. Les partisans n'utilisent pas le mot transition, mais bien celui de révolution populaire progressiste. C'est un choix de mots très important. Pour eux, cette mobilisation nocturne, ce n'est rien de moins qu'un acte de défense de cette révolution. Et concrètement, cette révolution, ça veut dire quoi pour eux ? Eh bien, ça veut dire atteindre une souveraineté totale et maintenir une dynamique de développement avec des résultats palpables. Et ils en sont conscients. Ce chemin, cette voie, elle dérange certaines personnes. Ce qui, à leurs yeux, explique totalement les tentatives de déstabilisation. Au final, toute cette histoire nous ramène à cette question fondamentale. Et la réponse des manifestants de Bobo Dioulasso, elle, est sans équivoque. Quand la révolution est menacée, c'est au peuple de se lever pour la protéger. Une vision qui pose forcément question sur le rapport entre le pouvoir et la rue. Même pas à 23 heures. Et c'est une forte mobilisation des populations bobolaises. En cette nuit du 3 janvier, au petit matin du 4, à la place Tifo Amour, sous le leadership de la Veille citoyenne du Haut, les manifestants traduisent un message. Aucune déstabilisation du pouvoir de leur leader emblématique n'est possible. Ce soir, 3 janvier 2026, nous apprenons avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'amertume, que les ennemis de la nation ont encore tenté de mettre la marche triomphale du peuple burkinabé vers sa souveraineté totale. Et nous sommes sortis pour rappeler à tous ceux-là qui sont affamés du pouvoir et qui pensent qu'ils peuvent nous ramener dans la fourberie, qu'ils peuvent nous ramener dans les souffrances que nous sommes en train de quitter, qu'ils sachent que le peuple burkinabé a dit non. Nous ne sommes pas d'accord et nous condamnons avec notre dernière énergie toute tentative de déstabilisation du pouvoir du peuple qui est celui du MPSR2 sous le leadership éclairé du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Les fossoyeurs se sont organisés encore une fois de plus après avoir observé les plusieurs tentatives échouées. Ils se sont armés de courage encore pour venir orchestrer un autre coup d'État qui a été vaillamment déjoué par des hommes valides. Parce que lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, on a dit au peuple du monde entier qu'il s'est fait entourer par des hommes capables pour sauver le Burkina Faso. Ces hommes-là ont juré avec le peuple du Burkina Faso que le capitaine Ibrahim Traoré est la prunelle de notre œil. Aujourd'hui, le coup d'État a été déjoué avec succès. Pour la Veille citoyenne, les actions du MPSR2 sont palpables. Le Burkina Faso est lancé dans une bonne dynamique de développement et il faut maintenir le cap contre vent et marée. Je ne sais pas comment il peut être contre ce monsieur qui a tout donné pour cette patrie. Il faut voir le développement qui est en marche depuis 2-3 ans. Alors, nous, jeunes de Burkina Faso, nous leur disons merde. Nous avons juste lancé un appel à cette jeunesse, une jeunesse consciente, une jeunesse engagée et déterminée, une jeunesse qui dit non, et personne ne pourra stopper notre révolution. Le progressif populaire qui en cours actuellement avec des résultats palpables, toujours sur le terrain, et nous disons non et non. La Veille citoyenne rassure de continuer à jouer son rôle pour barrer la voie à tous ceux qui en veulent au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Selon elle, il est évident que la révolution progressiste populaire amorcée au Burkina Faso dérange certains à plus d'un titre. Mais la vision portée par le MPSR2 est une voie sûre pour le peuple burkinabé d'affirmer totalement sa souveraineté.